Chers amis, cher Pascal Lafargue, on va rappeler l'anecdote, je sais que ça te fait plaisir. Oui, Je m'appelle Pascal Lafargue et j'habite rue Pascal Lafargue. Donc je ne pouvais pas lui faire plus de plaisir d'habiter une rue qui porte son nom. Voilà, mais c'est pas en fait son nom, c'est le nom de Pascal Lafargue était un monsieur qui, au début du XXe siècle, présidait l'association des fêtes foraines du quartier de Bacalan. Et son fils s'appelait Fernand Lafargue, il tenait une grenetterie rue Achard. Son autre fils, le fils de ce Roland s'appelait Pascal aussi, ça n'a rien à voir avec son grand-père. Et c'est son grand-père qui, on a donné le nom de son grand-père parce qu'il a été pendant très longtemps l'organisateur des fêtes foraines quand il y en avait à Bacalan. Voilà pourquoi elle s'appelle rue Pascal Lafargue. Chère Sandrine, notre députée, cher William, secrétaire de la section de Bordeaux-Nord, cher Jean-Pierre, eh bien, mon cher binôme, ma chère binôme, chère Corinne et chers amis. Je voudrais remercier particulièrement notre directrice de la NDPH d'être parmi nous ce soir. C'est important parce que c'est la première fois que nous avons un haut fonctionnaire de la collectivité territoriale qui est à nos côtés dans une galette républicaine. Et je voudrais la remercier particulièrement parce que je sais le travail difficile qu'elle organise, qu'elle dirige pendant toute l'année pour essayer de faire en sorte que, notamment, les personnes en situation de handicap puissent être bien traitées dans ce département. C'est une très noble mission et merci Madame d'être parmi nous ce soir. Bien sûr, l'année 2016, chers amis, on ne va pas y revenir, c'est une année 2015, pardon, terrible, avec tout ce que la République a vécu de drame. Qui malheureusement, je pense, ne sont pas terminés, au-delà de notre pays d'ailleurs. C'est un drame planétaire. Et puis une année, plus modestement pour nous, difficile aussi parce que nous avons quand même dû mener 2 campagnes électorales. Une campagne cantonale, départementale qui a été très difficile, très dure, très dure, avec des adversaires qui ont utilisé des moyens, comment dirais-je, fourbes, des moyens qui ne sont pas républicains. Nous sommes quand même arrivés à garder ce canton à gauche. Et puis, j'en sors à l'instant, une campagne régionale, longue, difficile aussi. Difficile parce que, avec une région extrêmement vaste, grande comme l'Autriche, presque 6 millions d'habitants, qui va de Guéret à Biarritz, au nord presque de la Bretagne, au sud de Saumur, pardon. C'est quand même une région extraordinairement grande, et avec Alain Rousset, nous nous sommes battus pour la garder. 2 campagnes difficiles parce que Corinne a bien exprimé tout le travail que nous avons réalisé, que nous continuerons à réaliser, j'y viendrai tout à l'heure. Mais on ne peut pas dissocier ces campagnes de ce qui se passe ici à Bordeaux. C'est vrai que les enjeux pour l'amélioration de notre quotidien au local, car la décentralisation va faire que c'est le local qui va peut-être jouer un rôle majeur dans l'évolution du quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Eh bien, on ne peut pas dissocier cette action-là de ce qui se passe à Bordeaux. Campagne difficile au cantonal parce qu'il faut savoir que pour essayer de nous abattre, car le maire de Bordeaux avait comme objectif principal d'abattre le premier canton, enfin le 4e canton aujourd'hui, car avec Sandrine et puis Corinne maintenant, nous sommes parmi les élus qui peut-être apportons une attaque frontale au maire de Bordeaux parce que c'est ici qu'il se passe des choses qui sont inadmissibles dans le développement harmonieux d'une ville telle qu'on devrait l'avoir et qui est loin de l'être ici à Bordeaux. Il voulait faire tomber ce canton, car c'était le canton, et c'est toujours le canton,
où il y a les plus grosses réserves foncières, où demain, il va continuer à brader notre ville, à la promotion immobilière, à vendre Bordeaux à la découpe, à la promotion immobilière uniquement pour des histoires d'argent. Eh bien, il faut savoir que pendant la campagne des cantonales, on a décidé de manière arbitraire, sournoise, en catimini, de couper en deux le bureau de vote de Condorcet pour qu'une grande partie, et notamment la partie qui vote le plus à gauche, la partie du Grand Parc qui va d'ici au boulevard, eh bien, aille voter à Schweitzer, alors que les gens depuis des décennies votaient ici à Condorcet. Donc on a eu, bien sûr, une perte en ligne de centaines et de centaines d'électeurs qui n'y sont pas allés, qui sont allés à Condorcet, qui n'ont pas pu aller là-bas parce qu'ils ne savaient pas où c'était, des personnes âgées, c'était loin, ce n'était pas fléché. Nous avons perdu des centaines de voix. Voilà comment, ici, le maire de Bordeaux se bat pour essayer de faire tomber ses adversaires. Il n'y est pas arrivé, on l'a tenu en échec, et quand je dis qu'on l'a tenu en échec, c'est bien lui que nous avons tenu en échec, parce que souvenez-vous, sur les affiches électorales des élections départementales, il y avait en majesté le maire de Bordeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était même pas candidat à l'élection, qui était sur les affiches départementales. Donc nous pouvons dire qu'avec Corinne Guillemot, eh bien, il y a quelques mois, nous avons battu le maire de Bordeaux. Et puis, il y a eu les élections régionales. Dernièrement, où Alain Rousset a ferraillé dur contre une dame qui nous vient de Paris, spécialiste des médias, ultralibérale, qui nous expliquait que l'on gérait une collectivité comme on gère une entreprise privée, comme on gère une sorte de consortium ou de holding. Eh bien, nous sommes très fiers, avec l'équipe d'Alain Rousset, avec Alain Rousset et son équipe, d'avoir pu mettre en échec dur pour elle, cette femme qui était soutenue par Alain Juppé, qui voulait faire de cette opération une opération de promotion personnelle, car il pensait qu'il allait faire tomber aussi Alain Rousset pour bien sûr être en pole position pour les élections présidentielles. Nous l'avons battu également avec Alain Rousset, le maire de Bordeaux. Ça veut dire que nous sommes devant un adversaire qui, et ça aucun journaliste ne le dit, ce sont des constats, il y a un constat à faire et après une analyse, mais il y a un constat qui est un constat que l'on ne peut absolument pas contester. En dehors d'être élu, c'est vrai, au premier tour, depuis 20 ans aux élections municipales, le maire de Bordeaux est battu à toutes les autres élections, à titre personnel face à Michel Delaunay aux législatives, et à titre de chef de guerre, 4 fois au régional, 3 fois au cantonal depuis qu'il est élu maire de Bordeaux. Je pense que ce monsieur est surcoté. Il est surcoté et effectivement, les années à venir, la réélection de Sandrine Doucet comme députée, mais aussi la préparation d'une élection municipale à Bordeaux est fondamentale, car elle fait partie des solutions que nous pourrons apporter, ou améliorer en tout cas, aux actions menées par le département et par la région. Oui, j'entame avec Corinne mon 3e mandat de conseiller départemental. Je dis toujours de conseiller général, parce qu'on sait ce que c'est qu'un conseiller général, un conseiller départemental, c'est pareil, mais on s'appelle général depuis 1792, donc j'aime bien ce titre-là. Donc de conseiller général, avec maintenant un canton qui est très important, il va du cours Xavier-Arnozan jusqu'à la Jalle de Blanquefort, 55 000 habitants, un gros canton, énorme. Et nous sommes deux. Nous sommes, avec Corinne, 2 conseillers départementaux, et nous nous sommes un peu partagés l'action, l'activité. Pas le territoire, l'activité. Corinne
a été choisi par le président Jean-Luc Glaise pour présider cette commission des affaires sociales, qui est une commission fondamentale au conseil départemental. C'est notre cœur de métier, dirons-nous, au département. La solidarité, tout ce qui est social, c'est notre cœur de métier. Et puis, moi, je me suis gardé la partie, peut-être, développement économique et de liens extrêmement importants, on ne le sait pas suffisamment, avec l'activité régionale et le conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Dans ces nouvelles fonctions de conseiller départemental, Jean-Luc Glaise m'a confié une mission que je ne connaissais pas. Il m'a confié la première vice-présidence, parce qu'on fonctionne avec un binôme, il y a un président et un grade de premier vice-président, qui est important parce que c'est une organisation extrêmement militaire. Mais j'ai l'honneur aujourd'hui d'être le premier vice-président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers. C'est une mission qui, à vrai dire, me passionne. Et à travers cette mission, je me suis rendu compte de l'impact de la politique urbanistique de la ville de Bordeaux sur une mission, on ne dit pas régalienne pour un département, mais disons-le quand même, régalienne du département, qui est le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Oui, c'est le département qui s'occupe des pompiers. C'est le département, ce sont des agents du département, les pompiers, aussi bien les pompiers professionnels que les pompiers volontaires, avec tout le personnel civil qui est bien sûr en appui à ce corps extraordinaire de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour notre sécurité. Eh bien, depuis que... C'est pour ça qu'il y a des impacts qu'on n'imagine pas. Depuis qu'on est en train de densifier notre secteur, notre canton, avec Ginko, avec les 5000 logements des bassins à flot, plus tous les logements qui sont créés dans ce qu'on appelle les dents creuses, vous savez, chaque fois qu'il y a un trou entre nos maisons, pof, on met 4 étages, ou 10 étages, ou 5 étages, etc., etc. Eh bien, il faut savoir que, depuis qu'on a livré Ginko, et progressivement, les sorties de nos sapeurs-pompiers de la caserne de Bruges, qui se trouve juste aux allées de Bouteau, là, à la limite du canton, est passée de 4000 interventions par an à 7000 interventions en 2014 et 10 000 interventions à la fin de 2015. Simplement avec la densité nouvelle de population. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'on construit de manière un peu anarchique in fine, avec notamment des bâtiments qui sont en espalier comme ceci, eh bien ça pose des problèmes pour nos sapeurs-pompiers, car lorsqu'il faut y envoyer une grande échelle, la grande échelle elle se lève comme ça toute droite, et lorsqu'il faut abaisser l'échelle pour aller chercher les gens qui se trouvent au bout de l'espalier, eh bien l'échelle ne fonctionne pas, il faut acheter des échelles spécifiques, 400 000 € une échelle, comme ça. Et tout est ainsi. Et tout ceci, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable départemental qui est, in fine, pas gaspillé, parce qu'on est obligé de le faire, mais qui n'est pas, comment dirais-je, discuté en amont avec ceux qui signent les permis de construire de notre ville. Pourquoi cette politique urbanistique de notre canton est extrêmement néfaste et négative? Parce que d'abord, on a fait de ce canton, et notamment des bassins à flot qui étaient une ZAC, une zone d'activité concertée. Ça veut dire que la puissance publique dans une ZAC a la main. C'est-à-dire que l'on traite de la même manière les pleins et les vides. C'est-à-dire que l'on traite de la même manière ce que l'on construit, mais ce qui n'est pas construit. C'est-à-dire les axes de circulation, les espaces de respiration, les espaces verts, les jardins publics, etc. On l'a transformé en PAE. C'est-à-dire qu'on a laissé, quelque part, au privé, à la promotion immobilière privée, le soin de faire un peu ce qu'elle a envie de faire. Elle a un élément, simplement, d'obligation, c'est de suivre le PLU, le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelait le plan d'occupation des sols autrefois, qui explique, qui dit ce que l'on peut faire, ou le maximum de ce que l'on peut faire sur tel ou tel terrain. Et chaque promoteur qui achète son terrain, il va au maximum de ce que lui autorise à faire le PLU.
C'est-à-dire qu'il va à la limite de l'acceptable. Donc quand on est à la limite de l'acceptable, on est borderline. Ça veut dire qu'on est à la limite de l'inacceptable. Et quand de terrain en terrain, on construit à la limite de l'inacceptable, eh bien on arrive à une solution inacceptable. C'est ce que nous voyons pousser chez nous, à Bordeaux-Nord, au bassin à flot, où en fait, il faut savoir que le chiffre d'affaires des 3 grands groupes, il y en a d'autres, mais les 3 grands groupes est de 10 milliards d'euros pour un investissement de 3 milliards 800 millions. 4 milliards en gros. Ça veut dire qu'ils vendent à la moitié de ce qu'ils ont projeté de faire, ils ont déjà gagné de l'argent. Voilà à quoi nous sommes confrontés, avec des gens qui sont bernés, qui vont acheter des appartements qui ne seront pas conformes à ce que l'on a vendu, avec des malfaçons jamais inégalées de ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Et avec des gens qui, à peine achetés, sont en train d'essayer de partir. Et qu'est-ce qui va se passer à terme? Eh bien, c'est ce qu'on a vu au Lausanne, ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence du lac, où d'une option de construction de projets immobiliers avec une mixité sociale intéressante, eh bien, ces gens qui s'en vont, les primo-accédants qui veulent vendre rapidement, et ceux qui ont défiscalisé, qui dès qu'ils auront terminé leur obligation de louer, vont vendre aussi, ils vont vendre à qui? Aux bailleurs. Et les bailleurs qui manquent de logements sociaux, notamment de PLAI, c'est ces logements qui nous manquent, eh bien, vont les avoir, mais de manière concentrée, ce qui va, bien sûr, concentrer des familles en souffrance sociale. Et qui sait, qui met la main à la poche, quand l'on concentre des familles en souffrance sociale, eh bien, c'est le conseil départemental, avec le RSA, avec toutes les aides que Pascal connaît bien. Eh bien, c'est nous, c'est vous, avec vos impôts départementaux, qui allez gérer l'après RJP, qui partira, je vous l'assure, et c'est l'histoire qui le jugera. On sera déjà peut-être plus là, mais c'est l'histoire qui le jugera. Qui derrière une façade ou une vitrine de bijoutier nous aura livré une ville sinistrée. Et c'est ça qu'il faut dire, qui est compliqué à expliquer aux gens qui votent tous comme un seul homme pour ce personnage qui a l'intelligence de se faire passer pour l'inversement proportionnel de ce qu'il est. Ça, c'est extraordinairement fort. Eh bien, c'est un gros problème que nous avons, car pour essayer, malgré tout, de sauver les meubles de notre quartier, il y a un seul moyen, c'est d'y réinjecter l'emploi productif, c'est-à-dire l'emploi industriel. On ne dit plus industriel, il paraît que c'est un gros mot, on dit productif, non mais je dis industriel. Et c'est pour ça que si, dans le pré-bilan que l'on peut faire de l'action que je mène avec Sandrine et Corinne, nous avons commencé déjà à avoir un résultat positif. C'est que nous sommes arrivés à avoir imposé à la ville de canner sur l'histoire des bassins à flot et que nous sommes en train d'injecter 2 millions d'euros qui vont se transformer en 6 millions d'euros avec le contrat de plan État-région qu'on a mis en œuvre avec Alain Rousset pour que la première déjà forme de Radoub, la grande forme 1 que les Bacalanaises et les Bacalanais connaissent bien, soit en eau en mars ou en avril et pourront accueillir les premiers bateaux et les premiers ouvriers des chantiers navals qui travailleront pour développer cette activité qui va créer des centaines d'emplois à Bordeaux et dans notre quartier, dans notre canton. Et croyez-moi, c'est ce qui sauvera les meubles de ces secteurs qui sont déjà à peine finis en perdition, car lorsque l'on arrivera à marier ces emplois productifs avec le logement, eh bien automatiquement va se créer une vraie vie de quartier, un vrai mélange, et avec des commerces qui vont s'installer et qui y resteront, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À Ginko, par exemple, les commerces sont en résistance. Le pharmacien, il tient je ne sais trop comment, il paie 6 200 € net par mois pour avoir sa pharmacie à Ginko. Il faut qu'il en vende de l'aspirine, hein, parce que ça fait cher. Et donc, ils sont en train de fermer tous les uns les autres,
avec des problématiques de malfaçon jamais égalées. Et d'ailleurs, une des premières missions, c'était les gammes de Corinne Guillemot. Je me trouvais en congé dans le Lot. Ça a été de s'occuper des habitantes et des habitants du quartier Ginko et notamment de la résidence où s'est effondré le balcon. Alors on dit, c'est pas grave, oh, ça arrive, c'est pas grave, Bouygues, c'est pas grave, ça arrive comme ça. Ça arrive. À quelques minutes près, il y avait 4 morts. Quelques minutes près, il y avait 4 morts. Bon. Eh bien, c'est devenu normal. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que de l'autre côté de cet immeuble, 6 mois avant que le balcon s'effondre, eh bien, il y a déjà un immeuble qui a été livré avec une façade qui est entièrement en carrelage. On a été obligé d'échafauder tout le trottoir, car à peine livré, les carreaux tombaient sur la tête des passants sur le trottoir. Enfin, et c'est normal aussi. Oh, mais c'est normal, ça fait partie de... Aujourd'hui, il paraît que c'est normal. Bon. Eh bien, voilà comment, d'une politique ou d'une non-politique, d'une non-vision municipale, on se retrouve avec des problématiques départementales qui vont coûter très cher à notre collectivité. Oui, c'est vrai aussi que lorsqu'on tient la tranchée, comme on aime le dire, parce que on est des élus de terrain, on habite sur le terrain, on habite dans le quartier. Moi, depuis longtemps, j'y ai eu mes enfants à l'école, au collège, Corinne le sien aujourd'hui. Eh bien, on vit tous les jours la vraie vie, comme on dit. Et c'est vrai que parfois, quand on entend des paroles de certains de nos responsables politiques, de notre bord en plus, et qu'on entend qu'il est important de développer la formation professionnelle technique pour les jeunes en échec scolaire. Mais comment veut-on valoriser la formation professionnelle si importante, si génératrice d'emplois, si on commence à dire aux gens, vous êtes en échec scolaire? Donc c'est, comment dirais-je, la finalité de ceux qui sont en échec scolaire. Mais c'est faux. D'abord, l'éducation nationale, c'est un système normé, qui est fait pour une moyenne des gens. 30% peut-être des jeunes qui sont à l'école, peut-être sont en échec scolaire, mais sur ces 30%, il y en a peut-être 99% qui ont des capacités intellectuelles supérieures à ceux qui fonctionnent dans le système normé, mais ils ne sont pas forcément faits pour le système normé. Et ils trouvent dans la formation professionnelle une valorisation et un travail qui leur fait réussir la vie. Eh bien, aujourd'hui, il faut peut-être expliquer aux parents que l'échec scolaire, comme on le dit, c'est la réussite de la vie, et que la réussite scolaire, malheureusement, c'est l'échec de la vie. Par moments, on le voit, quand nos jeunes surdiplômés mettent des années et des années à trouver un emploi, surtout à Bordeaux. Donc c'est pour cela que cette mission que moi je me suis imposée, de révaloriser, de redynamiser les bassins à flot et de créer ces emplois, 200 jusqu'à 700, si on arrive à faire le refit rue Achard sur le terrain du port, je pense que ça sera pour moi la plus belle réussite et la grande fierté de mes mandats d'élu de la République. Et puis aussi, puisqu'on parle de culture, la culture, c'est bien sûr les arts plastiques, les arts vivants, mais c'est aussi le patrimoine. C'est pour vous dire aussi les luttes, il faut parfois dépasser le canton. Mais parce que Dieu ou diable, moi qui suis un peu mécréant, est dans le détail, dit-on. C'est pas si faux. Dieu ou diable est dans le détail. Il y a des détails qui tuent quand même. Sur l'intérêt que peut porter le maire de Bordeaux à la ville qu'il dirige depuis 20 ans. Après avoir démoli le pont du Pertuis, alors qu'il venait de faire classer la ville au patrimoine mondial de l'humanité. Et si les bassins à flot sont inscrits dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité, c'est parce qu'il y avait le pont du Pertuis, qui était reconnu par l'ICOMOS, la commission ad hoc qui fait les rapports, comme
un chef-d'œuvre d'architecture qui a fait que on a intégré le pont du Pertuis, le bassin à flot dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité. À peine Bordeaux classé, il démolit le pont. Eh bien aujourd'hui, alors on a quand même sauvé les écluses avec les associations de Bacalan, et puis l'action des élus municipaux, de Martine Diez à l'époque, de moi-même, et de Vincent Morin d'ailleurs, qui était conseiller municipal. On a aussi sauvé le Nautilus, qui devait être enchâssé dans un projet totalement aberrant. On l'a sauvé. Il y a une attaque aujourd'hui frontale sur l'îlot Le Sieur, là où il y a l'huilerie Le Sieur, enfin, la feu huilerie Le Sieur, puisqu'on vient de l'inaugurer, le Premier ministre est venu l'inaugurer, de l'autre côté, à Bassens, alors qu'elle était chez nous, et qu'il y avait une centaine d'emplois industriels sur notre territoire. On veut y implanter une tour de 60 mètres de haut et de 16 étages. Vous imaginez ce que c'est dans notre quartier, nous? Et tout ceci uniquement pour faire des opérations mercantiles qui favorisent la promotion immobilière la plus libérale. Et comme l'a dit Corinne et Sandrine, en déshabillant, on habille Pierre en déshabillant Paul. Déjà, dans le vieux Bacalan, là où quelques-uns ici habitent comme moi, on nous a sorti le laboratoire d'analyse pour le mettre. Enfin, on est en train de nous vider tout ce qui fait notre quotidien. Pour un secteur qui, malheureusement, j'espère me tromper, risque de faire un gros flop. Alors j'ai quand même une certaine satisfaction, enfin, je ne devrais pas l'avoir, mais je l'ai quand même, un peu par mon côté égotique. J'ai écrit quelques livres. Et il y a 7-8 ans, j'ai quasiment écrit sur un petit bouquin qui s'appelle Bordeaux, mode de ville, ce qui se passe au bassin à flot et à Ginko. Il y a une seule chose que je n'avais pas prévue, c'était la chute du balcon. Désolé, je ferai des progrès avec une boule de cristal. Donc aujourd'hui, il y a une autre attaque sur le patrimoine, qui n'est pas sur notre canton, mais qui nous intéresse parce que c'est un lieu que vous connaissez tous. C'est le projet du maire de Bordeaux de vendre l'hôtel de Ragueneau aux enchères. C'est ce magnifique petit hôtel particulier rue du Loup, avec cette glycine extraordinaire, qui abritait jusqu'à il y a quelques mois les archives municipales. On ne peut pas, pour financer des opérations de prestige, comme le stade, ou comme la Cité du Vin. La Cité du Vin, je ne donnerai pas d'avis sur l'architecture du lieu. C'est un geste architectural, qu'on le veuille ou non, c'est un geste architectural avec une qualité de construction assez impressionnante. C'est vrai que techniquement, c'est du bel ouvrage. Eh bien, cette Cité du Vin, 55 millions d'euros, elle n'est pas livrée, on en est à 81 millions. 26 millions d'euros de différentiel, c'est-à-dire d'argent que vous allez payer. C'est-à-dire que le contribuable, nous tous, nous allons payer. Pour payer ces 26 millions. Et pour payer cette mauvaise gestion, in fine, de la municipalité, on veut vendre les bijoux de famille. Mais l'hôtel de Ragueneau, au-delà d'être un monument historique, il est classé au patrimoine de notre affectivité. Combien d'étudiantes et d'étudiants y sont allés, ou même d'associatifs, pour rechercher l'origine de leur famille, ou pour faire quelques études sur des documents, ils sont allés. C'est à nous, c'est notre bien. Et les monuments historiques publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est notre patrimoine. Eh bien, il veut le vendre pour financer les débordements des opérations juteuses et de prestige qu'il a voulu pour s'assurer son image et se faire élire comme président de la République. Alors, tout ceci, de la République, bien sûr, parce que c'est l'image qu'il donne à partir de Bordeaux qui consolide cette aura qu'il a actuellement au niveau national. Alors, tout cela, ce sont des choses qui nous interpellent et qui nous imposent, à Corinne et à moi et à Sandrine, à être vigilants.
car nous sommes en train de vivre des moments compliqués, à savoir déjà que, et ça on s'en doutait, que l'école qui était prévue d'être construite pour les gens justement des bassins à flot et de la rue Lucien Faure ne pouvait plus l'être rue de la Faïencerie parce que le terrain est pollué, mais tenez-vous bien, il est pollué au radium. Au radium, il est radioactif. Parce qu'il y avait là autrefois une entreprise qui mettait le phosphore, là, vous savez, pour les montres. Et donc il y a du radium. Et curieusement, le terrain où il y a l'école, où l'école était prévue, est radioactif. Et de part et d'autre, tout est construit, ça ne l'est pas. Et je me demande, moi, franchement, s'il n'y a pas à se lever et à porter plainte ou à demander des expertises sur les terrains qui sont construits aujourd'hui, où des gens habitent, des enfants habitent, et qui risquent d'être irradiés en habitant dans un secteur qui a connu une entreprise qui utilisait du phosphore pour ses activités. Eh bien, aujourd'hui, cette école ne peut pas être construite. Eh bien, le seul espace d'oxygène que nous avions dans le quartier de Dupaty, ce qu'on appelle le jardin de Tasseur, ce que les gens, tous ceux qui travaillent avec le centre social de Bordeaux-Nord connaissent bien, le jardin de Tasseur, tu connais, Pascal, eh bien aujourd'hui on va le confisquer aux enfants, aux jeunes du quartier, pour y faire des préfabriqués, pour y mettre l'école que l'on ne peut pas construire, alors qu'il y a 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires que Bouygues, Eiffage et Nexity sont en train de faire à cet endroit-là. C'est inadmissible. Et tout ceci, c'est nous qui allons encore continuer à le gérer. Donc moi je voudrais vous dire qu'on va commencer cette année avec entrain, vigueur, et que ici, sur ce grand canton, on est une équipe d'élus. On est 3 élus. Sandrine Doucet, notre députée, Corinne Guillemot et moi-même. Appuyé par Faouzi qui travaille alors qu'il est Seban, qui est mon remplaçant, mon suppléant, sachant que Sandrine est la remplaçante de Corinne Guillemot. Avant, c'était la mienne. Eh bien, avant, c'était la mienne. Eh bien, nous travaillons en étroite collaboration. Il n'y a pas un jour où je ne vois pas Corinne et je n'ai pas Sandrine au téléphone. On est ensemble en permanence, avec toutes les forces vives du canton, associatives, des entreprises même, les militants aussi du Parti Socialiste, Jean-Pierre Huckner, William Legge. On est une équipe. Et ça, je veux le dire vraiment, parce que ce n'était pas forcément évident. Arriver à être élu au suffrage uninominal, seul en fait, et de travailler avec une équipe, c'est pas forcément simple, parce que c'est techniquement compliqué. Avec Corinne et avec Sandrine, nous y arrivons, et nous y arrivons même bien. Et ça, pour moi, c'est très important, et j'en suis très heureux. C'est une belle réussite, parce que ça vous permet d'avoir un pack, une équipe d'élus, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui le font avec opiniâtreté, au quotidien, pour défendre les intérêts de ceux qui habitent sur ce secteur, et bien sûr, de par nos missions, les intérêts les plus défavorisés. C'est notre mission principale. Donc voilà pourquoi moi je suis un conseiller général heureux de travailler avec Corinne et Sandrine. Vous dire que cette année, elle sera dédiée, en ce qui me concerne, à la finalisation de la mise en eau de la première forme de Radoub, mais aussi, dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional, à la consolidation de cette belle maison de l'Aquitaine à Paris, que j'ai l'honneur de présider, qui va y inclure maintenant la maison du Limousin, puisque ce sera la maison de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça paraît loin, bien sûr, mais c'est très important, parce que dans cette maison, il y a plus de 1000 entreprises de notre département qui y sont passées, parce que c'est un centre d'affaires, pour y faire du business et trouver des chantiers, des contrats, et donc des emplois qui sont ici chez nous. Pas forcément sur le canton, mais sur notre département. Et donc, c'est une belle mission que m'a confiée le président Rousset, c'est une sorte d'ambassadeur de la Grande Aquitaine à Paris. C'est une mission noble qui doit déboucher sur de la création d'emplois et de l'aide aux entreprises.
avec Corinne, on s'attaque aussi à des secteurs un peu laissés en jachère par la ville, parfois aussi par le département, car c'est compliqué de travailler avec un système de services extrêmement, comment dirais-je, transverse. C'est pas simple, notamment en ce qui concerne la restructuration du centre social du Grand Parc, puisque vous savez qu'il y a un projet municipal dont on ne connaît pas vraiment l'échéance. Mais on est en train de reprendre le dossier, c'est très compliqué, à la base, pour imposer à la ville de Bordeaux de nous donner des dates définitives, de manière à ce que nous, département, nous puissions statuer sur ce que nous allons faire du bâtiment qui est aujourd'hui le nôtre, le centre social qui est à côté. Et puis travailler aussi pour essayer de consolider, et c'est pas facile aussi. Vous savez que les collectivités sont garrottées, de moins en moins de sous, de moins en moins d'argent, et parfois les associations ont de plus en plus de missions à mener. Eh bien, on est en train d'essayer de resserrer de manière à ce que le foyer fraternel aussi puisse continuer à fonctionner avec le centre social de Bordeaux-Nord. Ce sont nos joyaux, ça. C'est les trois piliers fondamentaux du lien social sur notre canton. Voilà déjà quelques bilans qui ont été réalisés par Corinne et moi-même, modestes en quelques mois. Voilà la feuille de route que je vous propose. Je pense qu'on arrivera pour les bassins à flot, j'en suis même persuadé. Alors, en attendant, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année, une grande année 2016. Vous pouvez nous faire confiance, on fera tout ce qu'on pourra pour faire avancer notre canton, faire en sorte qu'il soit encore plus agréable à vivre et que l'on l'humanise un peu plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui. C'est notre mission, avec Corinne et Sandrine, on s'engage à la mener devant vous. Allez, vive la République, laïque, une et indivisible. Et bon appétit, la galette est servie.